moins participer aux élections. Ce qui fait que des économistes ont calculé que le revenu moyen de l'électeur était beaucoup plus élevé que le revenu moyen du citoyen. C'est-à-dire que de manière générale, le processus électoral était biaisé au profit des gens les plus riches, parce que ces gens-là ont plus de temps, d'énergie pour s'informer et participer à la politique. Et c'est là aussi que les lieux de politisation, comme les syndicats, comme les associations étudiantes, comme les groupes communautaires sont importants, parce que ces lieux-là sont souvent le premier endroit où les gens ordinaires peuvent se retrouver pour parler de politique, pour discuter, pour faire leur éducation politique, avoir accès à des formations. Et c'est un des grands rôles du syndicalisme historiquement, d'avoir permis cette sensibilisation-là des travailleurs et des travailleuses. Et on peut faire le parallèle dans le cas du mouvement étudiant. Ça a été également un des grands héritages de la grève étudiante de l'an dernier. Cette grève-là a été un immense chantier d'éducation civique, probablement comme le Québec n'en avait jamais connu depuis 10 ou 15 ans. Évidemment, dire cela, ça ne signifie absolument pas dire que les élections ne sont pas importantes. Ou que les mouvements sociaux, que la mobilisation citoyenne serait plus important que les élections. Ou de dire qu'au fond, il ne se joue pas grand-chose au niveau électoral. En tout cas, ce n'est pas mon opinion. Je pense que les luttes électorales sont importantes. Je pense que c'est un lieu où il y a des grandes décisions qui se prennent. Je crois qu'il faut s'y intéresser. Je crois qu'il faut aller voter. Je crois que c'est très légitime, voire souhaitable, de s'impliquer dans un parti politique. Par contre, il faut réaliser que même si demain matin, un parti politique, le plus démocratique qui soit, est extrêmement sensible aux demandes de la population arrivée au pouvoir, en promettant de régler tous les problèmes qui sont les nôtres, même à ce moment-là, et je dirais surtout à ce moment-là, on aurait besoin de citoyens et de citoyennes mobilisés, pas nécessairement pour, disons, faire de la pression sur le gouvernement pour qu'il respecte ses promesses, mais même si on pense à un gouvernement qui s'engageait vraiment à respecter ses promesses, simplement pour s'assurer que les pressions que les pressions que subirait ce gouvernement-là ne le poussent pas à abandonner ses promesses. On va donner un exemple. Le Parti québécois est rentré au pouvoir en septembre dernier avec comme promesse électorale, prenons un exemple, une minuscule, quoique, je pense, importante réforme de la fiscalité qui disait on va rajouter un palier d'imposition. On est très très loin du communisme intégral ici. On parle de un palier d'imposition pour les gens un peu plus fortunés pour qu'ils contribuent un peu plus au bien commun. Ça a été assez fascinant de voir comment, à peine l'idée émise dans la bouche d'un ministre, il y a eu une mobilisation fascinante du milieu des affaires, des patrons, des plus riches de notre société, pour mettre de la pression sur le Parti québécois en disant « Non, vous n'allez pas faire ça ». Et le Parti québécois a été obligé de reculer. Et on parle pourtant de l'ajout d'un palier d'imposition. Alors imaginez-vous si un gouvernement arrive au pouvoir et disait « On fait la gratuité scolaire ». Ou on amorce la transition hors du pétrole pour aller vers des énergies vertes. Pensez-vous que les lobbies, pour prendre l'exemple du pétrole, le lobby des compagnies pétrolières laisserait faire ce gouvernement-là sans rien dire? Évidemment pas. Il y aurait énormément de pression sur le gouvernement. Et ce serait à ce moment-là que le gouvernement aurait besoin de la mobilisation des citoyens et des citoyennes pour instaurer un rapport de force envers les lobbies et dire on va le faire et regardez, les gens sont avec nous. Tout ça pour dire donc que même dans l'éventualité où le plus parfait des partis politiques serait élu, il faudrait quand même être mobilisé, être impliqué pour s'assurer que les changements premiers soient réellement à l'ordre du jour. J'ai dépassé mon temps, je vais finir rapidement. Ce que j'ai essayé de dire, en fait, c'est deux choses. Premièrement, c'est qu'il faut travailler. Si on veut changer les choses, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement important. Et deuxièmement, que la mobilisation citoyenne
Il faut arrêter de la déprécier, de la penser moins importante, moins démocratique que la politique parlementaire. J'avais plein d'autres choses intéressantes à dire. Je n'aurai pas le temps de vous poser des questions. Je vais terminer mon petit mot avec une citation d'une personne que j'admire beaucoup. Il s'appelle Michel Chartrand. C'est pour nos cousins français, qui est un grand syndicaliste québécois, qui disait: si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Ça, je pense que c'est très important. Si tu ne t'occupes pas de la politique, donc, c'est la politique qui s'occupe de toi. Moi, si vous voulez mon humble avis, je pense que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on laisse la politique s'occuper de nous. En 2012, il y a une poignée de jeunes qui ont essayé de s'en occuper. Finalement, je pense que ça n'a pas trop mal été. Je pense que c'est un bon tremplin pour prendre son élan. Alors moi, si j'ai seulement une chose à vous dire ce soir, c'est occupez-vous-en, brassez la cage et arrêtez de croire tout le mal qu'on dit de vos espérances, parce que vous avez raison. Merci. Bonsoir. Alors, je sens maintenant que vous êtes bien éveillés, bien passionnés après les deux discours que vous venez d'entendre, qui étaient faits par des gens qui sont très intéressants, que j'admire beaucoup. Donc, je m'appelle Émilie Dumont-Bélanger. J'ai été impliquée auprès de Québec solidaire à titre de candidate pendant les 2 dernières élections. Donc, peut-être je peux rapidement vous présenter Québec solidaire. Ça se trouve être un parti politique provincial, donc qui se trouve être à ce palier de gouvernement au Québec, et qui est un parti qui est progressiste. Donc en fait, c'est un parti qui a ses racines dans différents mouvements sociaux et puis mouvements politiques progressistes qui ont été bâtis par des féministes, des syndicalistes, donc des gens qui étaient issus de mouvements sociaux principalement, puis qui ont décidé de se donner une voie politique, donc d'entrer sur l'arène électorale, d'entrer sur la scène électorale pour pouvoir faire valoir leurs idées. Et donc un peu dans cette perspective-là de passer de la rue à l'urne. Donc, je vous présente un peu rapidement le parcours qui m'a amené à me présenter en politique. Je pense que j'étais candidate pour la première fois à l'âge de 19 ans. Donc, c'est souvent la question que les gens me posaient. Pourquoi tu as commencé à te présenter en politique si jeune? Qu'est-ce qui t'a intéressé par cet univers-là? Et puis, je pense qu'en fait, c'est un peu venu me chercher dans les tripes. J'étais au cégep Marie-Victorin, que vous connaissez probablement parce que c'est pas très loin d'ici. Il y avait un programme de stage à l'étranger dans le DEC en sciences humaines. Et puis on a eu l'occasion d'aller pendant 3 mois en Inde, aller faire un stage dans les communautés de réfugiés tibétains et puis partager la vie avec les gens là-bas, faire de l'organisation communautaire et puis apprendre beaucoup finalement. Donc c'était surtout ça l'objectif de ce stage-là. Mais je dirais qu'au-delà des cours, puis au-delà des rencontres qu'on a faites, ce qui, moi, est venu me chercher énormément, c'est que je pense que c'est vraiment la première fois que je me sentais confrontée à des inégalités sociales aussi flagrantes que ça. Donc, on parle énormément des inégalités nord-sud, on en parle de façon un peu théorique, on en apprend par nos profs de sciences politiques parfois, mais lorsqu'on est confronté à la pauvreté extrême, puis qu'on réalise à quel point les inégalités dans la planète sur laquelle on vit sont aussi flagrantes, sont aussi grandes, bien à ce moment-là, on a envie d'agir, puis on a envie de se demander comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces inégalités sociales-là, comment est-ce qu'on peut agir pour améliorer la société dans laquelle on vit, à la fois ici au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que je vous dirais qu'à mon retour de ce voyage-là, quand je suis arrivée ici dans une société de consommation, quand même, disons-le, qui est assez, où il y a énormément, je dirais, il y a énormément d'abondance. Et, en fait, comment je pourrais dire ça? Je veux pas me... Ah, ok, pardon. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que
ces inégalités nord-sud-là, effectivement, sont le reflet, lorsqu'on vient ici, de la surconsommation qu'on observe ici. Mais en même temps qu'on fait ce constat de cette surconsommation-là, on fait également le constat des propres inégalités sociales qui sont présentes au Québec et puis sur le territoire canadien de manière générale. Donc, ça donne envie d'agir, ça donne envie de se mettre en action. C'est à ce moment-là que j'avais vu une conférence d'Amir Kadir qui parlait justement de ces questions-là. Je me suis dit, je vais m'engager dans ce parti politique-là parce que ça venait chercher mes valeurs. Et puis, je l'ai fait, et puis je pense que le plus grand conseil que je peux vous donner aujourd'hui à la fin de cette activité, de sommet des jeunes que vous êtes en train de vivre, c'est éventuellement peut-être aller regarder les programmes des partis politiques. Parce qu'on ne s'engage pas pour un parti politique si on n'y croit pas, si on n'est pas profondément convaincu que c'est le parti qui nous représente le mieux, qui représente le mieux nos valeurs, ce qu'on croit, et puis la société dans laquelle on a envie de vivre. Donc, que ces valeurs vraiment viennent nous chercher et nous portent. Donc, ça peut être à la fois au palier municipal, provincial ou fédéral, mais je vous invite vraiment fortement à aller regarder ce qui se dit dans les différentes plateformes des partis politiques. Donc ça a été un premier moteur de mon engagement, donc qui est la raison pour laquelle je me suis présentée pour la première fois aux élections en 2008. Et puis par la suite, j'ai commencé à réaliser que finalement le système politique dans lequel on vivait avait énormément de failles, avait énormément de problèmes. Quand je regardais autour de moi pendant la campagne électorale, je réalisais par exemple qu'il y avait très peu de femmes qui se présentaient aux élections. Je réalisais qu'il y avait très peu de personnes issues de minorités culturelles qui se présentaient aux élections. Je réalisais qu'il n'y avait aucune personne autochtone qui se présentait non plus. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire pour que ce système électoral-là soit davantage représentatif de la population qu'on tente de représenter finalement. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que, à coup de lecture, j'ai réalisé que dans le monde, à peine 16% de femmes étaient élues dans les différents parlements. Donc, si on les met toutes ensemble. Donc là, c'est là qu'on réalise aussi que même dans le système démocratique dans lequel on vit, il y a des inégalités qui se perpétuent, qui sont à l'image de la société dans laquelle on vit. Donc, je me suis découvert une âme féministe et puis je me suis dit, pourquoi ne pas... Mais oui, en tout cas, c'était intéressant à partir de ce moment-là de découvrir. Et pourquoi donc ne pas m'impliquer pour que, dans le fond, à l'intérieur de mon parti, je milite pour qu'il y ait davantage de femmes qui se présentent aux élections. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis impliquée dans la commission des femmes de ce parti politique-là. Puis, dans le fond, l'idée, c'était de mobiliser les femmes à se présenter aux élections, de les soutenir dans leur démarche, et puis donc d'être avec elles pour s'assurer qu'éventuellement, on arrive à avoir davantage de femmes qui puissent être élues, et puis de tenter de défoncer le plafond de verre qui fait en sorte que, encore aujourd'hui, en 2013, il n'y a jamais eu plus que 30% de femmes élues à l'Assemblée nationale, puis jamais plus que 25% au niveau de la Chambre des communes. Donc, l'idée, c'est toujours ça, c'est que comment est-ce que nos institutions peuvent être davantage représentatives de la population. Puis je pense qu'un parti politique, c'est un lieu intéressant où s'impliquer parce que c'est d'abord un lieu d'apprentissage. On ne s'implique pas en politique en sachant tout à l'avance. On s'y implique, puis à partir de ce moment-là, on découvre énormément de choses, puis on apprend à connaître énormément de sujets différents. Donc, on est en contact avec des gens qui militent comme écologistes, des gens qui militent comme indépendantistes, des gens qui militent pour les questions familiales. Et puis à partir de ce moment-là, on rencontre plein de gens qui nous apprennent énormément de choses sur différents sujets, puis on apprend à réagir aussi à l'actualité politique, à tout ce qui se passe, à se tenir au courant. Donc, pour moi, un parti politique, c'est d'abord un lieu d'engagement pour apprendre énormément sur notre vie politique. Mais c'est aussi, je vous dirais, un lieu où vous avez un pouvoir. Ça va dépendre des partis, hein, parce que les partis ne sont pas tous construits de la même façon, puis les membres n'ont pas les mêmes pouvoirs dans chacun des partis. Mais sauf que la base du parti politique, c'est quand même le membre ou la membre, donc la personne qui achète sa carte de membre, qui se présente dans les instances, qui se présente dans ses associations, qui se présente au congrès, et puis qui porte une parole, qui porte une voix, qui a des idées, qui a envie de les partager, et puis qui éventuellement peut réussir à ce que ces idées-là soient adoptées par le parti, puis par la suite défendues de façon plus générale sur la scène publique. Donc ça, c'est un des objectifs que les partis se donnent aussi, c'est d'être à l'écoute de leurs membres. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement la place comme membre qu'on peut avoir à l'intérieur d'une instance qui nous permet en fait d'être entendus par cette organisation-là, et puis donc d'amener de l'eau au moulin, d'amener les réflexions qu'on a dans notre tête tout seul à se dire, il me semble que telle chose serait vraiment une bonne idée, il me semble que pourquoi est-ce que ça, ce serait pas fait. Et puis donc de le partager avec d'autres gens, puis d'en faire une revendication. Pour moi, un parti politique aussi, c'est pas déconnecté des mouvements sociaux.
À partir du moment où j'ai commencé à m'impliquer dans un parti politique, je ne l'ai pas fait pour avoir une belle carrière. Je ne l'ai pas fait pour, je dirais, défendre des intérêts personnels. Je l'ai fait parce que ce que je trouvais intéressant, c'est d'entendre ce que des groupes sociaux avaient à dire, et puis notamment parce que j'étais impliquée dans le mouvement étudiant, mais aussi dans énormément d'autres enjeux, c'est d'être à l'écoute de ce que les mouvements sociaux ont à apporter ou ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à revendiquer, puis à partir de ce moment-là, entrer en dialogue avec ces gens-là et porter cette voix-là à l'Assemblée nationale, et porter cette voix-là dans l'opinion publique. Je milite pour un parti qui était par exemple pour la gratuité scolaire, donc c'est sûr que pendant la grève étudiante, pour nous c'était nécessaire de faire partie de ce mouvement-là, donc d'aller militer dans les rues, d'aller marcher dans les manifestations, d'aller taper de la casserole à 8h le soir dans différentes régions du Québec, d'être en appui au mouvement social qui revendique, puis en même temps que nos députés à l'Assemblée nationale militent pour la gratuité scolaire, défendent cette option-là. Donc on parle aussi dans les instances démocratiques qui sont prévues pour la prise de décision. Donc l'idée, c'est un peu d'amener une voix de la rue à l'Assemblée nationale. Puis je vous donne également comme exemple, parce que c'est sûr que quelqu'un qui t'appelle, ça dit « maman ». C'est dommage, je suis désolée. Mais là, j'imagine que... Ben, j'ai plus de timer. J'ai combien de temps encore? 5 à 10. Fait que je te remercie. Je vais y aller vers la conclusion doucement. Non, mais je te remercie. Donc, c'est ça. Donc, en fait, pour moi, l'action politique partisane ne se dissocie pas des mouvements sociaux. Donc, depuis que, par exemple, je me suis impliquée au sein de Québec solidaire, j'ai jamais arrêté de militer dans différentes associations. Quand il y a eu, par exemple, le moratoire d'une génération contre les gaz de schiste, on était dans les manifestations avec les gens à comprendre leurs revendications, à vouloir les porter. Je me rappelle de mobilisation, par exemple, pour que tout le monde puisse accéder, qu'il puisse y avoir des maisons de naissance qui soient construites partout au Québec pour que tout le monde puisse accéder à une sage-femme. Donc, ce genre de mobilisation-là sont hyper diversifiées à chaque fois. Je pense que c'est notre rôle comme parti politique que d'être à l'écoute de ce que les mouvements sociaux ont à dire, de participer à cette lutte-là, puis de la porter, dans tout cas, de la meilleure façon possible au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ceci étant dit, ce que je pense par contre, c'est que les partis politiques ont un rôle qui est intéressant de pouvoir porter cette voix-là, mais en même temps, si la population n'est pas en mobilisation, si la population ne revendique pas, si les jeunes, pendant la grève étudiante, n'avaient jamais demandé la gratuité scolaire, comment est-ce qu'un parti politique aurait pu réellement défendre cette option-là? Sincèrement. Comment est-ce qu'on aurait pu être les seuls à défendre cette option-là quand le mouvement social, par exemple, aurait simplement demandé le gel des frais de scolarité? Ça aurait été difficile. Lorsqu'on avait adopté notre programme en 2007 sur cette question-là, beaucoup de journalistes nous disaient « Mais pourquoi le mouvement étudiant, ce qu'on réalise, c'est qu'il demande juste le gel des frais de scolarité. Pourquoi vous allez jusqu'à la gratuité scolaire? C'est demandé par personne. » Donc effectivement, qu'à ce moment-là, notre revendication elle retombait sur rien, elle ne retombait pas sur personne qui finalement on sentait qu'il appuyait. C'était le groupe de militants, quelques centaines de membres de Québec solidaire qui adoptent telle revendication. Mais ça prend réellement son sens quand les gens sont dans la rue pour le revendiquer, quand les gens y apportent un appui, puis qu'on réalise que le mouvement social qui soutient cet appui-là parle à la population et a un écho, puis qu'à partir de ce moment-là, ça multiplie les argumentaires et puis qu'on voit une adhésion à ces idées-là. À partir de ce moment-là, qu'un parti politique reprenne une revendication comme ça, a du sens. Et puis ça prend quelque chose de davantage tangible et puis de davantage intéressant. C'est pas le Parti québécois ou le Parti libéral de Jean Lesage ou de René Lévesque qui ont fait la Révolution tranquille, par exemple. La Révolution tranquille, elle s'est faite par des mouvements sociaux qui ont revendiqué dans la rue qu'il y a des changements structurants et qui voulaient un état-providence. Et puis à partir de ce moment-là, les gouvernements leur ont accordé, leur ont déposé des projets de loi pour que ces revendications-là prennent forme de façon dans la pratique. Donc, c'est jamais vraiment l'inverse qui arrive. C'est jamais un parti politique qui va de l'avant avec une revendication, je dirais, tellement progressiste que personne la soutient. Généralement, c'est davantage l'inverse qui va arriver. Donc, à ce titre-là, je trouve intéressant ce que Gabriel Nadeau-Dubois disait tantôt, c'est-à-dire qu'un parti politique peut pas, je dirais, défendre différentes idées si elles n'ont pas un certain appui non plus dans la population. Puis je suis d'accord sur le fait que si jamais un parti comme Québec solidaire devenait au pouvoir un jour, il y aurait une nécessité aussi de sentir de la part de la population que ces revendications-là sont assumées et puis sont soutenues, parce que c'est ça qui permet à un parti par la suite de dire
Mais nous, on fait notre travail de représentation de la population. Nous, on est là pour représenter les citoyens. Voici ce que les citoyens nous demandent. Les citoyens ne nous demandent pas d'écouter les lobbies des pétrolières. Les citoyens nous demandent d'avoir un environnement sain. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment travailler. Donc là, les revendications progressistes prennent vraiment leur sens. Donc, c'est ça. Alors, je conclurai simplement en vous disant que je trouve que c'est un lieu intéressant où se mobiliser une campagne électorale, un parti politique. Je vous invite à oser, peut-être, regarder ce qui se dit du côté des différents programmes électoraux. On a des élections municipales qui s'en viennent bientôt. De voir s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans. Puis, s'il n'y a rien qui vous intéresse là-dedans, vous pouvez même réfléchir à créer d'autres partis politiques. Ou à vouloir vous présenter ou à vouloir faire les choses différemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a le droit de devenir les politiciens qu'on déteste présentement. Donc, on a le droit d'arrêter de les détester, puis de les devenir, puis de se dire qu'on va faire les choses autrement, puis de les faire autrement, puis de les faire à l'image qu'on a envie. On déteste les politiciens, sauf Françoise et puis Amir. Mais ça va, mais en même temps, je suis certaine que dans la salle, il y a des gens qui ont différentes opinions politiques, puis c'est correct aussi. Je ne suis pas là pour prêcher pour mon parti, je suis surtout là pour vous dire que l'engagement politique, je pense, est important. Et puis, avoir une réflexion là-dessus, je pense que ça ne peut jamais faire de tort. Puis avoir envie de devenir des politiciens aussi, ça ne peut jamais faire de tort. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous tenons déjà encore une fois à vous remercier de votre venue, de votre présence, donc on peut encore les applaudir. Donc maintenant, nous allons passer aux questions-réponses et aux commentaires. Donc les personnes qui voudraient poser des questions ou faire un commentaire, le micro se trouve à côté de Marie-Danielle. Et donc, vous pouvez vous lever et poser vos questions. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, en fait, est pour tout le monde. L'an dernier, vous trois avez été pas mal actifs autant dans les médias que dans la vie. Donc, je voulais savoir votre définition à vous de la majorité silencieuse qu'on a énormément entendue dans les médias. Dans le fond, moi j'avais une question pour M. Nadeau-Dubois. On a eu un problème à Québec et je fais partie d'un conseil d'administration. Je voulais savoir un conseil quand le gouvernement, différents paliers. Dans le fond, dans le bureau, ils vont vous dire certaines choses, mais que par la suite, on essaye de leur faire comprendre. Ils ont dit qu'ils allaient nous appuyer, mais que dans les médias et dans les autres choses, ils commencent à nous attaquer sur différents niveaux. C'est quoi que les conseils Parfait. Peut-être sur la question de la majorité silencieuse, l'avantage avec la majorité silencieuse, c'est qu'elle est silencieuse. Donc on peut lui faire dire ce qu'on veut. La majorité silencieuse, c'est un concept très commode pour les politiciens et les politiciennes, parce que ça leur permet de faire dire à la population des choses que ces gens-là ne disent pas. Les débats politiques, les débats d'idées, les décisions collectives, ce sont des acteurs en marche, ce sont des acteurs réels qui les prennent. Ce ne sont pas des ondes, des mirages. Ça, c'est important de s'en rappeler. La majorité silencieuse, donc, la réponse, ça serait ça n'existe pas. La majorité existe. Mais la majorité, elle existe telle qu'elle s'exprime. Donc, au moment où il y avait
des centaines de milliers de personnes, probablement dans les villes de Montréal et en fait de tout le Québec, à chaque soir, lors du mouvement des casseroles, c'était celle-là la majorité, parce que c'était cette majorité-là qui s'était faite. Évidemment, c'est beaucoup trop demandé au Parti libéral, c'est beaucoup trop demandé au parti politique traditionnel, mais il faut se rappeler ça, et ne pas se laisser convaincre justement du discours qu'on nous raconte une sorte de baliverne sur ce que supposément les gens pensent, alors que il faudrait peut-être leur demander aux gens justement, en démocratisant nos institutions, pour oser parler aux gens. Ce sera peut-être mon commentaire sur la majorité silencieuse. Sinon, je suis désolé, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième question. Peut-être que tu peux répéter. Dans le fond, je demandais quand il y a des instances politiques qui font des promesses dans des bureaux, mais que par la suite, on essaie de les rendre réels et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, hormis de réunir tout le monde dans la rue? C'est sûr que toutes les causes ne sont pas aussi médiatisées que... Je pense qu'il y a... Je dirais une réponse un peu générique. Il y a un principe dans la mobilisation qui est assez général, assez connu, c'est celui de l'escalade des moyens de pression. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que quand tu as un interlocuteur comme ça qui ne répond pas à tes demandes, qui évite les questions, c'est d'y aller graduellement. On va commencer par des mises en garde, par des pétitions, après ça y aller avec des actions plus symboliques, mais quand même, disons, être marquantes, après ça des actions un peu plus perturbatrices, plus dérangeantes, puis d'aller comme ça, de mobiliser les gens autour de vous, en leur faisant comprendre le caractère donc, graduel de l'organisation. La grève, c'est comme ça qu'elle s'est construite. Évidemment, comme tu disais, c'est pas toutes les causes qui se rendent à 300 000 personnes. Mais je pense que cette idée-là d'escalade des moyens de pression est importante à retenir, même pour les dossiers plus petits. L'idée, c'est d'être capable d'avertir ton interlocuteur que tu vas augmenter le ton si jamais il y a un manque d'écoute, si jamais il y a de la réticence à vraiment avoir de ça. Je pense que c'est vraiment ça. Merci. Moi, je vais ajouter un petit truc, c'est pas la majorité silencieuse, de mon point de vue autochtone. Il y a aussi la majorité baïonnée. Parce que veut pas, c'est comme tu dis, on peut faire dire ce qu'on veut à ceux qui ne s'expriment pas, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui ont peur de le faire. Puis je sais qu'on vit en démocratie, on vit au Canada, mais je pense aux Premières Nations, il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne s'est pas levé? » Je dis « Ben, premièrement, parce que nos élus, à nous, ont un grand pouvoir par rapport avec la loi sur les Indiens. Dans les réserves, je veux dire, c'est une loi qui représente tout ce qui est fédéral, provincial et municipal dans une seule loi. Puis c'est un conseil de bande avec un chef qui met de l'avant ses décisions. Donc, tu as des fois la chance d'être du bon côté de la famille ou pas du bon côté. Alors, tu as aussi des bons chefs. Là. Moi, je ne peux pas dire le contraire, j'ai un très bon chef et qui écoute beaucoup sa population, mais tu as aussi des chefs qui, eux, n'écoutent pas. Je veux dire, c'est comme partout en politique, c'est pas tout des diables. Alors, il y en a qui voulaient se mobiliser avec Adam Noir, mais qui ont peur parce que ça concerne aussi l'habitation, ça va concerner l'éducation, ça va concerner tous les fonds qui vont venir améliorer ta vie en tant que Première Nation. Puis souvent, quand tu es trop pauvre pour te vivre et pour te mobiliser, ben, tu restes chez vous, mais tu appuies en silence. Alors oui, il y a ceux qui ne se mobilisent pas, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui ont peur de le faire. Donc, c'est pas juste une question de ces Indiens, ça peut être aussi que tu as peur de ce que ta famille va penser de toi. Moi, c'est ça, c'est toutes sortes d'affaires, mais c'est comme il dit, on n'est pas silencieux, c'est pas à cause qu'on ne prend pas la parole direct dans la vie tout le temps, qu'on n'a pas une opinion aussi. Donc, c'est ça que je voulais juste rajouter. Bonsoir. En fait, moi, je vous demanderais, Madame, dans déplaise à vous, j'ai voté pour ma tante Colline aux dernières élections et je me rends compte que peut-être
on s'est fait fourrer. Est-ce que je demanderais? C'est ça, donc j'ai voté pour ma tante Pauline et sa bande de cons qui nous font des politiques qui n'ont pas d'allure. Et puis donc je me demandais, est-ce qu'on s'est fait fourrer à 100, à 70 ou à 30%? Je te dirais que oui, c'est ça, exactement toutes ces réponses. Parce que hâte que les trois répondent. Parfait. Moi, une des choses qui m'indigne le plus dans ce cas-ci particulièrement, c'est que on a été face à un régime libéral pendant 9 ans. Et puis là, certaines personnes, puis c'est correct aussi, là, mais certaines personnes ont eu l'impression qu'en votant pour le Parti québécois, ça allait être probablement la seule alternative au Parti libéral qui pouvait être élu et changer les choses. Et puis comme ils avaient promis tellement, ils avaient promis d'abolir le projet de loi 10, donc la loi 12, ils avaient promis d'annuler la hausse des frais de scolarité, ils avaient promis d'annuler la taxe santé, ajouter un palier d'imposition supplémentaire, avoir un régime de redevance minière qui a de l'allure, augmenter l'accès à l'aide juridique. On parle de toutes ces promesses électorales-là pendant la campagne pour par la suite se retrouver devant un gouvernement qui n'en respecte aucune. Donc, c'est pas juste qu'on se dit OK, ils font un job à moitié. C'est un peu comme pourquoi on vous a élu finalement. T'sais, tous les gens qui ont voté pour vous, qui avaient cet espoir-là, qu'il allait peut-être avoir quelque chose qui changerait. Mais je veux dire, vous êtes tous en train de leur dire que finalement, entre le Parti libéral et le Parti québécois, ça va être exactement la même chose. On sait déjà quand même que le Parti québécois et le Parti libéral ont une politique économique qui est assez similaire. Depuis les années 90, c'est deux partis qui ont totalement adhéré au néolibéralisme, donc un peu à cette philosophie-là selon laquelle il y a une réduction du rôle de l'État, puis il y a davantage de place qui est laissée au privé. Donc, je pense que c'est exactement dans cette ligne-là qu'ils sont en train de continuer, mais je pense que c'est non seulement nocif pour eux, mais c'est nocif pour la classe politique de façon générale. Le fait que lorsque des citoyens aillent voter pour des idées, pour des revendications claires, pour des promesses électorales, s'attendent à ce que ce soit respecté. Fait que c'est une insulte envers la population complètement que d'arriver au gouvernement et de décider finalement de rien, en fait, strictement rien faire de ça. Donc, moi, ça me désabuse la politique, ce genre d'action-là, tu comprends? Fait qu'après ça, comment on fait pour croire que tout ça est encore possible? Qu'on se dit non, ça se peut, oui, un parti peut proposer des choses à la population, par la suite les respecter. C'est quasiment ça que maintenant il faut dire aux gens pour leur dire que ça vaut la peine de voter. Parce qu'il faut nous-mêmes lutter contre le fait que chez des politiciens, c'est encore possible de mentir à la population, puis par la suite, une fois qu'ils sont élus, de s'en foutre complètement, puis de se dire que dans 4 ans, il n'y aura encore pas de problème pour être élu, tu comprends? Fait que c'est prendre les gens pour des caves, là, selon moi. Fait que donc, tu sais, toutes ces réponses-là, dans le sens où moi, en tout cas, mais en même temps, moi, je suis pas du tout satisfaite de la réponse que ce gouvernement-là a donnée au poste libéral, parce que je trouve qu'on est encore dans une ère libérale. Pour ta question, j'ai vraiment l'impression que les cours fonctionnent. On va dire qu'ils fonctionnent. Ouais. Ok, parfait. Pardon? Vous êtes un petit peu fatigué comme bien d'entre nous. Peut-être que je vais changer. Celui-là est meilleur. Celui-là va bien mieux. Je suis pas fou quand même. Je répondrais par. Bon, je pense qu'il y a en effet une déception chez beaucoup de gens. De voir qu'après, quand même, comme le disait Émilie, 9 ans de régime libéral, il y a eu si peu de changements. Puis il y a aussi une déception de voir qu'après une mobilisation aussi massive que celle de 2012, il y a eu, au point de vue, disons, politique, si peu de réformes de fond. On a eu donc un gel des frais de scolarité dans un premier temps. Là, on est avec une indexation. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant on a fait la plus grande grève de l'histoire, on a fait les plus grandes manifestations de l'histoire et on se retrouve avec une indexation des frais de scolarité. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui ont l'impression, au fond, que le mouvement a servi à peu de choses, disons.
C'est un peu ça, au fond, que j'ai senti aussi dans ta question. La meilleure façon que moi j'ai de me conforter, disons, parce que c'est un sentiment évidemment que je partage en partie, c'est de regarder dans l'histoire du Québec et de réaliser que c'est pas la première fois que ce genre de situation-là se produise. Je vais vous donner un exemple. En 1972 au Québec, il y a eu un front commun, une alliance de construite entre les trois plus grandes centrales syndicales pour négocier ensemble les conditions de travail de la fonction publique, donc de tous les fonctionnaires. La demande était très très simple à l'époque, c'était 100 $ par semaine. Et puis il y avait un front commun, donc, des trois organisations syndicales avec une demande claire, 100 $ par semaine pour tous les fonctionnaires au Québec. Et ça a été, bon, les négociations n'ont pas fonctionné, ils sont entrés en grève, ça a été une grève longue, et à un certain point, le gouvernement du Parti libéral, de Robert Bourassa à l'époque, a décrété une loi spéciale en disant, vous allez rentrer au travail. Il a déclaré la grève comme étant illégale. Et puis, à ce moment-là, les trois chefs syndicaux ont décidé d'appeler publiquement à la poursuite de la grève, malgré la loi spéciale. Et les travailleurs-travailleuses du secteur public sont restés en grève, ce qui a fait en sorte que les trois chefs syndicaux ont été condamnés pour outrage au tribunal et ont été condamnés à